c'était assez rigolo. J'ai appelé l'EDF et je crois que les expressions go ahead, awesome, j'ai voulu un peu les ressortir. Donc j'étais là, mais c'est super, incroyable. Et mon mari se foutait de moi derrière. Hein. Des fois, tu sais, aux États-Unis, mais les Américains, ils en font des tonnes, ils sont toujours contents, c'est pas possible. En fait. Mais c'est vachement agréable, c'est clair. Et quand tu reviens ici, moi je reviens jamais pour m'installer, tu vois, mais tu reviens ici, t'es quand même positif, t'es souriant, mais les gens ils restent te regarder, genre, mais arrête d'être content. Enfin, c'est comme si c'était un reproche. C'est étonnant, hein. Franchement, c'est. Ah oui, et puis la dame au téléphone, tu sentais que je lui avais fait sa journée, quoi. Hein. Ça lui a fait plaisir, elle était réceptive quand même. Elle était super. Elle était mais c'est agréable de vous parler. Écoutez, excusez-moi, je viens avec ma bonne humeur américaine. Là, pour le moment, en fait, j'ai l'impression de vivre de toute façon une expatriation où je comprends la langue, mais je comprends plus les codes. On est vendredi 30 décembre, je suis dans le Perche. Et ce matin, j'ai rencontré l'une d'entre vous à La Loupe, une petite ville d'Eure-et-Loir. C'est l'endroit qu'on a trouvé à mi-chemin entre nous deux, mais qu'on connaît ni l'une ni l'autre. Et elle va me parler de son retour d'expatriation qui a eu lieu il y a 3 jours. C'est parti. Je viens de me garer pas loin de l'hôtel de ville de La Loupe. Il pleut à torrent. J'ai rendez-vous au café de La Loupe. C'était la galère ce matin. Ma mère, elle a oublié de nous réveiller. 9h55. J'ai un train dans 20 minutes. Ah merde. T'as vu loin de la gare ? Non. Je vais vous prendre un grand crème, s'il vous plaît. Un café allongé, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des pains au chocolat ? Non, vous avez la boulangerie. Ok, très bien, merci. Quand j'étais revenue là, au mois de mai-juin pour travailler sur Roland-Garros, il y avait le papa d'une joueuse qui était américaine. Et quand il venait commander un café, je disais à mes petits loulous, attendez, c'est pour moi. Je veux juste, il est du pays, lui. On se comprend. Enfin, lui, il me comprend pas, mais moi, je le comprends. Je veux un américain. Vous inquiétez pas, je vais lui faire. Là, mes loulous, ils me voyaient lui mettre un demi-litre d'eau. Je lui dis, ça, c'est un vrai café, les gars. Et le mec, il revenait, il me dit, il est parfait, votre américain. Ben, je sais, c'est comme ça que je les aime, moi aussi. Du coup, tu viens juste de rentrer de 3 ans d'expatriation aux États-Unis. 3 ans et demi même. 3 ans et demi, ouais. Ouais, je viens juste de rentrer il y a, je sais même plus quelle journée on est. Jeudi, on est arrivé mardi fin d'après-midi, donc même pas 2 jours, quoi. T'as l'exclusivité de me voir. Je suis trop fière. Dans quel contexte est-ce que vous êtes parti à la base ? C'est votre première expatriation ? Alors moi, c'est ma première. Mon mari, lui, est parti un an du côté de Brême pendant ses études, faire une année de césure. Et donc lui, il parle parfaitement allemand, parle parfaitement anglais. Et on est arrivé par le biais de son travail aux États-Unis, donc en juillet 2019. Lui, donc, parlait parfaitement anglais. Avec mon fils, on ne parlait peu près que parfaitement français. Et c'est déjà pas mal. Déjà pas mal. Il y a des gens qui essayent toute leur vie. Voilà. Il avait quel âge ton fils quand vous êtes parti ? Il avait 5 ans quand on est arrivé. D'accord. Et c'était un projet de couple ou c'est un truc qui vous est un peu arrivé puis vous êtes pourquoi pas ? Non. En fait, quand on s'est rencontrés, ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Dans les premières semaines où on s'est rencontrés, il m'a dit, moi j'ai un projet peut-être de partir avec ma boîte aux États-Unis. Bah écoute mec, je te connais à peine, mais pourquoi pas. À quoi ressemblait un peu votre vie de famille avant de partir ? Donc tu avais un petit qui avait 5 ans. Ouais, j'avais un loulou qui avait 5 ans. On avait l'école qui était à 5 minutes à pied. Vous habitiez où ? À pied, c'était incroyable. On habitait à Issy-les-Moulineaux dans le 92. Mon mari allait travailler en vélo à 7-8 km. Trop bien.
Et moi, j'étais sur une dernière mission où c'était à 10 km. Donc, soit j'y allais en tram, soit j'y allais en courant. Quoi. Donc, tu avais ta petite vie dans un rayon de 10 km. Voilà, j'avais ma petite vie dans un rayon de 10 km. J'allais pas mal à Paris en vélo. J'allais, avant le Covid, je faisais déjà beaucoup de vélo. Ouais. Donc, voilà. Donc, tu bossais dans quel domaine ? Moi, je bossais dans la restauration. Je gérais une grosse équipe de restaurants. Et donc, du coup, arrive cette fameuse opportunité de partir à l'étranger. Et comment est-ce que vous êtes préparé ? Vous êtes préparé à ce départ ? Alors, on en famille, j'imagine qu'il y a... plus ou moins été accompagné par la société de mon mari. Je dirais moins que plus. Mais je me rappelle d'une fameuse journée de réunion où on m'a expliqué qu'en tant que femme d'expat, mon avenir était dans l'aide de mon mari, l'aider à bien... 1950. Qu'il fallait que je prépare des bons petits plats. Et, sérieuse ? Non, je suis sérieuse. Et je pense que j'ai pas tout retenu de cette réunion, mais sur les 7 heures, je pense que j'ai surtout retenu les 7 heures de réunion horribles. Et que il fallait que j'aie des projets, genre m'occuper de mon fils, parce que je m'en occupais pas avant. Ouais. Et que je programme les vacances de famille comme un gros projet. Je le faisais déjà avant, en plus d'un travail. Je me faisais bien avoir avant, en fait. Voilà. Alors, il y avait sûrement d'autres choses dans le contenu. Alors, on est dans le cliché à 1000%, là. Je pense qu'il y avait d'autres choses dans le contenu de cette formation, mais je pense que je me suis juste butée sur le côté... c'est choquant, en fait. Bienvenue en 1950. Vous allez accompagner votre mari. Vous allez être heureuse de l'accompagner. C'est ça. Et toi, du coup, t'es partie avec quelle visée professionnelle, du coup, parce que t'as toujours cette problématique aux États-Unis, dans plein d'autres pays aussi, de pas forcément en fait avoir le droit légalement de travailler. On est arrivé sous un visa E2, donc moi un visa E2 spouse. Donc globalement, j'étais la femme de mon mari ou la mère de mon fils au début. Ouais. J'espérais parler un peu. J'avais pas le droit de travailler. Ouais. J'espérais un peu savoir parler anglais, mais au bout de 2 jours aux États-Unis, je me suis aperçue que non. De toute façon, c'était même pas la peine d'entamer des démarches pour essayer de travailler. Je comprenais rien. Donc le début, en fait, je me suis concentrée sur apprendre à parler anglais. Donc j'ai eu beaucoup de chance en fait dans toute mon expat. La première location de maison, en fait, le monsieur était prof d'anglais à domicile. Ah, génial. Un truc de fou. Votre proprio. Ouais. Donc quand il m'a vu au bout de 10 minutes, il me dit je fais des cours d'anglais, s'il te plaît, je parle anglais. Ah non, en fait non. Je l'ai rappelé au bout de 2 semaines. Enfin, je l'ai rappelé, non. Ah oui, sur le coup, tu l'as mal pris. Non, oui, j'ai très mal pris. Enfin, mon mari l'a rappelé pour moi au bout de 2 semaines. J'étais incapable. Et puis après, il m'a parlé, il m'a aidé un petit peu à me déverrouiller un petit peu. Et puis il m'a parlé de la fac qui était à côté de chez moi. Donc j'étais dans le New Jersey, à côté de Paramus. Et il y a une fac qui s'appelle le Bergen Community College et qui m'a indiqué les cours de ESL, etc. Donc en fait, cool. Donc English as a second language. Voilà. Donc j'ai été la petite vieille qui retournait faire ses. J'étais la seule de plus de 25 ans dans la classe. C'était assez drôle. D'accord. Donc, et tu y allais combien de fois par semaine ? La première, en fait, j'ai fait des tests pour savoir où est-ce que j'en étais et en fait j'ai été surprise du coût de l'éducation aux US. Ah ouais, d'accord. Pas surprise dans le bon sens. Et en fait, étant donné que je n'étais pas américaine, je payais plus cher aussi. Les community college, c'est comme ça, ouais. C'était sympa. Et quand j'ai vu, alors c'était normalement le cours, un cours de 3 heures semaine, c'était normalement $600 pour le trimestre. Enfin, je sais plus trop comment là les. Ça marche en semestre, là-bas. Je sais plus, ouais. Et en fait, comme j'étais étrangère, c'était 1000. Ah vache. Donc ça pique un peu. Donc au début, je voulais prendre 2 cours. Quand j'ai vu que c'était de 600 à $1000, on va rester à un cours, en fait, soyons fous. Et puis, donc, j'avais pris au début plutôt le langage, le speech, pour être un peu plus à l'aise. Fonctionnel. Bon, franchement, enfin, je me dis que je devais rien comprendre à l'époque, quoi. C'était. Et ça t'a aidé ce cours ? Ça t'a fait du bien ? Ça m'a aidé. Et en fait, le plus compliqué, je trouve, dans les cours d'ESL, c'est pas de comprendre le prof, c'est de comprendre les autres élèves où on a tous un énorme accent de l'espace, quoi. C'est. Ouais. Et puis c'est ton seul langage commun avec tous ces gens qui viennent du monde entier. Voilà, en fait. Et c'est surtout autant si tu parles espagnol, tu peux te débrouiller, tu peux te faire plein de copains. Si tu parles portugais, c'est déjà un peu plus dur, mais tu y arrives. Si tu parles coréen, c'est pas trop mal. Mais si tu parles français, bah, globalement, t'as toi et toi-même, quoi. T'étais la seule francophone. Voilà, vache, oui.
Donc de temps en temps, elle me faisait « Oh, ça doit être un mot français. Résumé. » Oui, mais alors je sais pas de quoi tu veux parler là. Je comprends le mot, mais ça ne veut pas dire grand-chose dans le contexte là. Quand on peut pas forcément bosser, c'est pas toujours facile de rencontrer du monde. C'est là que tu as commencé à essayer de te faire un peu des potes ou comment est-ce que tu as réussi à t'intégrer Moi, je suis arrivée dans l'esprit, je pensais parler 3 mots d'anglais, en fait, je parlais pas un mot d'anglais, et je suis arrivée dans l'esprit, si je vois des Français, je vais parler français. Ouais. Ce qui est logique. Et je me suis dit, je veux absolument pas avoir de français, sauf mon fils allait dans une école franco-américaine, donc c'est sûr qu'il y aurait des Français, mais je veux pas prioritairement les côtoyer eux. Et en fait, j'ai regardé, j'ai plusieurs passions, le tricot, la couture et le run. Je me suis dit, si je trouve des groupes là-dedans, alors, des groupes de couture, vas-y pour déménager ta machine à coudre, c'est plus compliqué. Et je me suis dit, des groupes de run, des groupes de tricot, ça existe à Paris, pourquoi pas dans le fin fond du New Jersey. Et ben en fait j'ai commencé les groupes de tricot à New York City et dans le New Jersey. Je comprenais rien, mais en fait on parlait le même langage, on savait faire des mailles envers, des mailles en droit, etc. J'ai fait pareil pour les groupes de run. Je comprenais rien à ce qu'ils disaient, mais fallait courir quoi. Donc faut courir quoi. Et au fur et à mesure en fait mon oreille s'est habituée à juste les écouter. Et puis j'étais celle qui souriait et qui écoutait. Et en fait, je suis un petit peu bavarde, paraît-il, dans la vie normale quand c'est dans mon langage. Et là, j'ai appris à écouter. À essayer de comprendre en fait, mais et à écouter plus, et c'était vachement cool quoi. On a presque 2 personnalités. Tu sais, t'as une personnalité dans chaque langue, pas du tout consciemment, pas du tout volontairement, mais comme tu dis, en fait, ça veut pas dire que t'es introverti, mais t'es peut-être plus à l'écoute, t'essayes de comprendre, machin. Alors que t'es hyper expansif peut-être en français. T'as remarqué ça aussi ? C'était vraiment, pour moi, c'était juste essayer de comprendre, essayer de choper les mots, essayer de choper le sens des phrases. Enfin, en fait, c'était au fur et à mesure. Et puis me dire lui il a un accent, oh mon Dieu, le jour où je le comprendrai, j'ai fait un pas de géant. Et elle je la comprends bien, donc je vais rester à courir avec elle, enfin voilà. Et après, dans mon groupe de run, coup de bol, j'ai un Français qui était là, qui habite aux US depuis plus de 20 ans, donc qui de temps en temps me faisait un peu de traduction, mais voulait pas me faire trop de traduction, et je le remercie de pas vouloir en avoir fait de trop. Donc en fait, tous les deux, on parlait français, et puis j'allais courir avec les autres pour écouter l'anglais, quoi. Ouais, d'accord, ok. On va y revenir, t'en parler, je crois, avant qu'on appuie sur enregistrer. Je suis un peu perdue. T'as fait une mission à Roland-Garros cet été. Et avant, donc, tu étais aussi dans la vie active professionnelle, en tout cas. Parce que j'imagine bien que ta vie était active déjà avant. Comment tu vois, en fait, tu travailles peut-être ton état d'esprit. Comment est-ce que tu te prépares toi aussi, en fait, personnellement, psychologiquement, à on va aller vivre un truc sympa en famille, mais moi, ma carrière, faut que je la mette en pause, entre parenthèses. Mais alors, je suis partie en étant très fatiguée de France. J'avais eu pas mal de problèmes de santé les années précédentes, et donc j'étais vraiment au bout du rouleau. Et en fait, j'attendais de faire un bon gros break. Et j'ai gardé. Alors, c'est pas grand-chose. J'ai gardé à peu près 5-7 heures par semaine online vers la France en travail. Donc, au début, ça m'a pas trop manqué de ne pas travailler à fond. Il y avait la découverte, il y avait l'anglais à essayer de comprendre. Et puis après, après il y avait la fac. Donc, qui dit fac dit devoir. Ça, j'étais pas prête. Et en même temps, quand tu payes si cher, t'as bien envie de les réussir, tes cours. Tes devoirs, tu les fais à fond, quoi. T'es au taquet, quoi. À ce prix-là, les devoirs, t'as jamais rendu un dossier aussi beau, quoi. C'est ça. Et donc finalement, les heures de fac, c'était 3 heures en surplace, mais c'était au moins 3-4 heures de recherche par semaine, par semaine. Donc déjà, ça fait une bonne journée de prise, une journée avec mon autre job. Et puis voilà quoi. En fait, les journées se font petit à petit. Après, aller découvrir un peu aux alentours, se poser, lire un livre, chose que je ne faisais jamais avant en journée. Et puis j'habitais à 15 minutes de New York City. Aller à New York City, toujours quelque chose à faire. Voilà, par le tricot, j'avais rencontré une Allemande et une Américaine qui
je pense qu'elles ont eu pitié de moi au début, soyons honnêtes. Et comprend rien, la pauvre dame. On va lui dire de venir nous rejoindre toutes les semaines. Donc tous les mardis midi, on se rejoignait, on déjeunait ensemble dans New York. Donc je passais 2-3 heures avec elles à juste les écouter et à essayer de lancer de temps en temps une petite phrase. Vas-y, tu peux le faire. Et elles font. Non, après elles étaient vachement sympas, vachement à l'écoute. Et je suis restée. Celle qui était allemande, elle est repartie au bout d'un an. Et Kristen, l'américaine, on s'est encore vu la semaine dernière, juste avant qu'on parte. Et ce qui est bien, c'est qu'elle fait partie des rares Américains qui te corrigent. Ah oui, c'est vrai que c'est pas souvent ça. Donc elle me disait non, on dit pas ce verbe-là, on dit celui-là parce que d'accord. Et alors ton anglais, il est comment maintenant ? Je dirais pas qu'il est excellent et c'est pas grave. Mais voilà, je sais me débrouiller. Je sais faire des blagues nulles en anglais. C'était ça qui me manquait, de faire mon nouveau potage. C'est hyper dur de faire rire dans une langue étrangère. Et puis voilà. Puis là, j'avais trouvé. Ça faisait un an et demi que j'avais quelques jobs par-ci par-là en temps partiel en anglais. Donc ça aide énormément aussi. Et puis de temps en temps, je faisais des blagues à mes collègues en disant je me suis fait encore arrêter par les policiers, j'ai sorti mon accent français. Là, la tête de mes collègues, what, ton accent français, mais tu l'as tout le temps. Ah non, je vous jure. Je peux faire pire. Je peux faire pire. Là, c'est l'accent du New Jersey que vous entendez. Donc voilà, j'entends pas toujours tout, en fait. Je pense que j'entends assez bien, je comprends assez bien, mais il me manque encore pas mal de mots et pas mal de réflexes. Voilà, qui, je pense, peut-être 2-3 ans de plus. Après, il y a des gens qui sont doués pour apprendre les langues, et puis il y a moi, quoi. Donc, Mais arrête, ça va te flageller. Et alors donc du coup vous partez en sachant pertinemment que vous rentrez quelques années après. Au bout de 3 ans. Enfin, vous saviez que vous partiez pas pour la vie. Non, voilà, on savait qu'on partait pas pour la vie. Après, on sait jamais ce qui arrive, on sait, etc. Rapidement, en fait, on a été. Alors on avait été moi j'avais été deux fois à New York quelques jours. Je connaissais que ça des États-Unis. Pour le boulot juste pour découvrir en fait. On avait fait une semaine par nous-mêmes et une semaine avec de repérage juste avant d'arriver. Et là on a été surpris, et pas forcément dans le bon sens du terme, par la nourriture, par la mentalité des gens où il y a un petit bouton qui est légèrement éraflé, je vais le jeter. Et voilà, c'était. Je dirais pas qu'on a. Enfin, je dirais qu'on a une conscience écologique. Je dirais qu'on n'est pas bon dans tout. On vient de prendre l'avion, faire un petit transatlantique, donc voilà. Mais là, on s'est dit, oulala, mon Dieu, mais on part dans la France des années 60 au niveau conscience écologique, quoi. Donc, ça nous a vraiment choqués. C'est comme ça que vous avez décidé de pas aller vivre en ville, justement ? Non, en fait, mon mari, son travail était dans le New Jersey. Donc, on sait, en fait, dans les quartiers qui nous avaient beaucoup plu, c'était Brooklyn qu'on voulait absolument, mais c'était complètement à l'opposé. Il se serait fait 1h30 de commute aller et retour. Donc, no way. Pas jouable. Et donc voilà, après on avait choisi et on s'était dit pourquoi pas un petit. Et puis on avait regardé une école de mon fils qui était entre un mi-chemin. On a regardé une maison en fait un mi-chemin entre l'école et le travail de mon mari. Et puis ça sera Tinec. Ok. Et voilà, donc après, on s'est dit de toute façon c'est 3 ans, on va en profiter un maximum. Et puis on fera attention au retour. Et puis on va dire qu'on compensera comme ça. Après on a essayé de faire des petites choses, genre trouver. J'ai perdu le mot même en anglais. Pour récupérer pour faire du compost au fond de ton jardin. Donc pour le coup, je trouve que les Américains le font plus qu'ici, non ? Oh là là. Ah bon moi là où j'ai vécu, tout le monde faisait du compost. Après il y a des counties qui étaient interdits. Moi j'étais dans un county, j'étais dans un county où ça passait, et on a des amis qui étaient à 15-20 km, ils ont des ours, donc très clairement t'évites. Nous on avait que les biches, donc ça va, mais d'accord. Mais c'était marrant. Après on avait convaincu nos voisins, donc de temps en temps on voyait nos voisins traverser avec leur seau de déchets, mettre dans notre compost à nous. C'est bien. Donc c'était rigolo, et on se dit que les prochains qui ont loué nos maisons, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça. Par
rapport à cette temporalité, en fait, savoir que tu y vas de manière temporaire, comment est-ce que tu t'investis encore, je crois hier ou avant-hier, j'ai encore reçu des messages, j'ai souvent des messages sur le compte de French Expat, le compte Instagram, me parlant en fait de la difficulté en fait de tisser des amitiés locales, et tu dis que tu as vraiment essayé ça, local, international, enfin bref, pas francophone. Quand les gens en fait savent que tu viens pas forcément pour la vie, que c'est pas toujours facile. Tu le dis pas forcément. Ouais, tu commences pas par ça non plus. Non, tu dis pas bonjour, j'ai un visa de 5 ans, je vais rester 3 ans. Là, ça fait déjà 6 mois que je suis là. Be my friend. Voilà. Veux-tu devenir mon copain, s'il te plaît? Please, please, please. Non, tu le dis pas forcément. Et puis en fait, on a toujours eu dans les anciennes expats du travail de mon mari, avant c'était 3 ans renouvelables potentiellement 2 fois 1 an. Donc on partait avec 3 ans minimum. Mais peut-être 5, peut-être moins, peut-être que 3. Bon, les derniers partaient que 3 ans, donc on se doutait que c'était que 3 ans normalement. Et, mais voilà, en gros, ouais, c'est, tu le dis aux gens, et puis en fait, finalement, en fait, tu déménages dans un quartier à Paris, tu sais pas combien de temps tu vas y rester non plus. En fait, tu peux y rester 6 mois comme tu peux y rester 10 ans. Bien sûr. Donc finalement, en fait, je trouve que ça rentre pas en jeu en fait quoi. Et puis là ça t'a pas semblé plus difficile du coup ça m'a pas semblé difficile. Ça a été plus difficile finalement avec les expats qui te disent tu repars bientôt. Oui. Soit tu profites de l'instant présent avec ce que j'ai à t'offrir, ce que tu peux m'offrir aussi. Soit on se revoit pas, quoi. Tu calcules quoi. Voilà, mais non, pour moi ça n'a jamais été un gros problème. Et puis tu vois, avec mes potes de run, on s'est fait une dernière soirée fin décembre là. Et ils sont déjà en train de prévoir certains de venir à Paris dans les prochains mois. Donc voilà, c'est pas la fin, c'est juste quand on est parti de France, on quittait la famille, on quittait les amis de France. Là maintenant on est rentré des États-Unis. C'est pas une page qui s'est tournée, on a nos familles, nos amis qui sont aussi encore en New Jersey, et on a aussi nos familles qui sont en France, quoi. Nos familles. C'est marrant, tu dis carrément famille dans le New Jersey. Vraiment, ouais. C'est on a vécu le travel ban, etc. Donc ils ont été hyper importants à ce moment-là. On était coincés, quoi. C'est comme ça. Mais il a fallu se recréer une vie de famille, une vie amicale, etc. Et ils étaient vachement importants, quoi. Donc j'en ai les larmes aux yeux. Là vous pouvez pas le voir, mais je suis à deux doigts de lâcher une petite larme là. C'est des gens que tu as rencontrés comment, par les clubs dont tu parles, par les clubs, et puis l'école de ton fils. L'école de mon fils aussi. Alors nous on a eu c'était une école privée. C'est une école privée où il était. Donc en gros pendant le Covid, tout le Covid, il y a eu l'école en Zoom, mais vraiment sur les vrais horaires de l'école. C'était pas du tout lourd pour un enfant de 5 ans et pour ses parents qui travaillaient à côté. Et en fait les parents étaient obligés d'être un peu derrière, donc soit on entendait en anglais ou en français putain elle fait chier avec ces trucs, et ça rapproche en fait. Donc quand on a commencé comme nous. quand on a commencé à se déconfiner, on s'est rapproché d'eux, et voilà, c'est devenu un peu on a eu nos familles. Donc tous tes potes, c'est les gens qui juraient sur Zoom de leurs enfants. Exactement, des vrais Français, quoi. Non, pas que. Et du coup, il était dans une école française ou franco-américaine? Franco-américaine, ouais. Ils faisaient les 2 programmes. D'accord, ok. C'était important pour vous Pour moi, c'était important. Pour mon mari, il s'en fichait, mais pour moi, c'était important parce que. Comment t'as décidé ça? Tout simplement, en fait, genre, il a envie de faire pipi le premier jour, quoi. Comment il demande? C'est bête, mais moi, c'était un truc qui m'angoisse. Alors, j'ai plein de petites angoisses débiles, et. Non. Mais voilà, ça faisait partie des trucs. Et puis surtout que la 2e année, il allait être en CP, et je me suis dit, je veux bien faire des cours du CNED, mais je pense qu'on va se taper l'un et l'autre. Et si je dois lui apprendre à écrire à écrire quand je vois la qualité de mon écriture, le pauvre gamin, il a déjà raté sa scolarité, quoi. donc voilà, en gros, ça me rassurait moi, et puis comme c'était un projet normalement de court terme, je me disais, il a fait qui reste dans le programme français pour revenir facilement. Et là, on est en contact avec sa nouvelle future prof pour la semaine prochaine. Et oui, il y a certaines choses du programme qu'il a pas fait, et d'autres choses sur lesquelles il est en avance, parce qu'ils font le même programme mais pas répartis mois par mois. Oui, sur l'année, oui, bien sûr. Mais voilà, donc il y a des petites choses sur lesquelles il n'aurait jamais pu travailler. Elle les fait travailler sur les billets en euros. Il y en a pas beaucoup aux États-Unis là. Ça va être compliqué. En tout cas, pas à la maison. Non. Et comment est-ce que lui, il a vécu du coup cette arrivée? Comment est-ce qu'il a vécu
Parce que t'as beau lui dire à l'âge de 5 ans, on est là pour 3 ans, c'est pas évident. Et le jour en fait où tu dis bon bah ça y est, là c'est concret, on va rentrer. Alors lui, quand on est arrivé en juillet, donc au départ c'était un peu une période de transition, une période de vacances, donc au début ça allait. Puis rapidement, c'est bon, l'univers papa-maman, c'est sympa, mais je voudrais me faire des copains, donc on va sur les jeux. Et là, il s'aperçoit qu'il peut pas communiquer. Donc il va me demander 2-3 mots. Comment on dit je m'appelle. Maman, toi qui parles si bien anglais, tu peux m'aider? Je vais t'aider, mon fils, avec mon niveau 6e. Mais non. Et il était là, non, mais j'arrive pas à le dire, etc. Et peu de temps avant la rentrée, on avait rencontré un couple de Français avec 2 enfants, dont la petite allait dans la même classe que mon loulou. Ah, cool. Et il est revenu enchanté de cet après-midi en me disant: elle va m'apprendre à parler anglais en moins d'1 semaine. Première semaine de rentrée. À 5 ans, ils sont ambitieux quand même. Ouais, ils sont ambitieux. Première semaine de rentrée, il savait pas parler anglais à la fin de la semaine, donc ça a été un gros échec pour lui au début. Ça a été hyper compliqué. Ah, il s'est rendu compte qu'il n'était pas arrivé là où il voulait aller. C'était plus compliqué, qu'il comprenait rien. En plus, il arrivait en kindergarten, donc en kindergarten, ils apprennent à lire en anglais. Ah ouais. Alors, vas-y, va apprendre à lire quand déjà t'arrives pas à comprendre ce que tu lis. Et il y a eu des semaines où mon mari était en déplacement et moi non plus, je sais pas comment on le dit ce mot-là, je vais aller demander à ma prof de SL demain. Donc ça a été long et compliqué, mais en fait un process normal en fait. Mais bien sûr. Et en fait, il s'est débloqué quand on arrivait en Zoom, parce que là, il n'y avait pas la pression de voir les copains. Il se mettait la pression, il se mettait la pression tout seul en se disant je veux pas parler devant tout le monde. En fait, en Zoom, t'es devant tout le monde, mais on te le dit pas. Comme quoi, c'est dingue. Il s'est débloqué sur Zoom, un truc de fou. Ah ouais. Donc la première année, ça a été compliqué. À la fin, il commençait à comprendre, mais comme moi, il faisait tellement de fautes. Il avait le super accent, mais il faisait tellement de fautes. Il faisait tellement de fautes que tout le monde se disait mais le pauvre gamin, il est un peu. C'est pas normal là, il sait pas parler en fait. Parce que moi, j'avais pas l'accent, donc moi tout de suite, on savait que j'étais étrangère. Quoi. Et puis la deuxième année, il a commencé à comprendre la grammaire. La troisième, il a consolidé. Et puis là, les 6 derniers mois, il avait toujours des cours de SL. Et son prof de SL nous demandait mais pourquoi vous nous faites des cours de SL? Il est américain, non? Yeah. Bien ouais. Non, il est français. Mais vous êtes sûr? Oui, on est sûr. Donc là, et puis là, c'est rigolo. Maintenant, il mixe d'une langue à l'autre. Quand il joue, il va plutôt le faire en anglais. Quand il lit, il lit autant en anglais qu'en français. Génial. Et là, il mixe vraiment les deux, quoi. Il y a des mots qui lui sortent plus facilement. Et puis on a un jeu depuis un petit moment tous les deux, c'est qu'on fait vraiment du franglais quand on est tous les deux. D'accord. On a un mot en anglais, un mot en français. Mon mari trouve ça détestable, nous on adore. Et puis c'est bien, ça permet d'entretenir. Voilà. Et puis son jeu à lui, c'est de parler soit en français avec un accent américain ou en anglais avec un accent français. Ça le fait marrer. Voilà. Donc maintenant, il mixe parfaitement. Donc ça y est, il a masterisé le truc. Vraiment, c'est. Et alors, avec justement tous ces progrès, cette intégration, etc., le jour où vous lui avez expliqué le retour, comment ça s'est passé pour lui? Compliqué. Il l'avait anticipé, il s'y attendait? Il le savait en fait. Et même pendant tout le Covid, je me rappelle une fois, il a appelé ma mère en FaceTime et puis il lui dit non mais mamie, c'est pas grave, de toute façon, je rentrerai quand j'aurai 8 ans. Mec, t'as 6 ans là. Ta grand-mère, elle ne va pas l'accepter qu'elle te voit que dans 2 ans. Donc il le savait, en fait, on lui a toujours dit que c'était que 3 ans, mais entre le savoir et le processer, il y a quand même une différence. Et là, les derniers mois, ça a été compliqué. En fait, il pensait qu'il était américain. Presque. Tous tes goûts sont américains, mais non, tu es français, mon grand. Non, mais tu peux, je veux dire, est-ce qu'être américain, c'est avoir un passeport ou c'est aussi vivre à l'américaine? Mais c'est ça, en fait. Pour lui, il était, il avait le passeport, le papier qu'on se baladait là, c'était son passeport américain, quoi. Enfin, c'est marqué en français dedans, mais c'est américain ce truc-là. Et ça a été compliqué. Là, le dernier mois d'école, régulièrement, il avait des petites crises de larmes en disant je veux pas partir, etc. Alors c'est un gamin qui est toujours de bonne humeur, toujours le peps, etc. Et quand on le voit faire comme ça, on se dit oh punaise, oh là là. Et donc on a essayé d'accompagner au maximum, on a essayé
Et puis le dernier jour d'école, il a passé sa journée à pleurer. Les copains ont passé sa journée à pleurer. Enfin, tout le monde, ils lui ont écrit un cahier avec et qui est complètement ouf avec les gamins de 8 ans, ce qu'ils peuvent écrire, c'est incroyable. Tu es hyper méga créatif, tu as ta façon d'être, tu es le meilleur ami que j'ai eu, et là tu fais waouh. Moi aussi je pleure en lisant ça. J'ai pleuré en lisant le carnet. C'était une horreur. Et puis finalement l'école a fini, on a déménagé les derniers jours sur Brooklyn, on a fait plein de musées pour s'occuper l'esprit. D'y aller aussi en douceur. Tranquillement. Et puis là, il est plus trop en demande. Et gros coup de chance, il y a un an, la petite qui nous avait accueillis le premier été, en fait, elle est retournée en France après 7 ans d'expatriation, elle. Et elle habite à 1,5 km de la maison. Non. Eh ben si. C'est génial. Donc l'année dernière, on avait pu rentrer au moment de Thanksgiving et c'était eux qu'on voulait voir pour voir au bout de 3 mois comment ils se sentent, comment leurs filles se sentent, etc. Et là, il fait que de nous dire, c'est quand qu'on la voit comment te dire, elle est en vacances. Mais c'est génial. Et ils vont dans la même école encore? Donc, non, ils vont pas être dans la même école, mais voilà, 1,5 km, ça le fait quoi. Ça le fait même à Paris quoi. C'est lui, il va pouvoir rééchanger avec elle, etc. Et bon, après, ce qui est dommage, c'est que tous les deux, comme leur langue commune, c'était le français, ils parlaient plutôt en français. Zut. Qui sait, on verra bien. Ouais, ça peut changer. Hein. Trop cool, d'accord. Et alors toi, à quoi va ressembler ce retour? Donc là, ça fait 2 jours que t'es là. Ça fait 2 jours là, tu es en visite chez ta maman, tu viens de déposer ton fils pour aller faire le nouvel an sur Paris. Ouais. C'est quoi la suite? Comment est-ce que tu te projettes? C'est quoi la suite? Alors moi, j'ai normalement des changements professionnels qui sont en train d'arriver, mais tout n'est pas encore 100% clair. D'accord. Donc là, normalement, je reprends la Dans la boîte que tu avais quittée il y a 3 ans? Peut-être pas. D'accord, ok. C'était encore un peu en suspens. Ok. Mais je reprends là. En tout cas, tu as envie de reprendre. Je reprends. Je reprends dans 7 jours ou dans 15 jours. Dans 15 jours, temps plein, plus mon petit temps partiel en plus. Mais voilà, plein de nouveaux défis qui arrivent. En gros, ça a l'air d'être rendre heureuse. En fait, c'est. Et puis vraiment pour le coup, j'ai vraiment une succession de chances et de belles rencontres. La dernière prof que j'ai eue là en anglais, c'était une prof qui faisait des cours d'idioms et qui me dit mais tu sais la librairie. L'expression idiomatique. Voilà, mais je savais même pas la traduction, tu vois. Ah ouais. J'ai compris que c'était des phrases un peu, tu comprends pas trop le premier coup et puis après il y a comme vache pipi, c'est en français quoi, c'est pas littéral. Voilà. Et elle me dit mais tu sais la bibliothèque de Paramus où je donne des cours, ils le font en ligne si tu veux avec ton décalage français. Donc en fait je vais continuer les cours avec elle quoi. Donc c'est cool quoi. D'accord. Et trop en bien. plus c'est gratuit pour une fois. Ah bah écoute. Quand c'est gratuit c'est pas cher. Donc voilà, donc là je me suis préinscrite. Donc en fait tu vas trouver où tout ce temps entre les boulots, l'anglais je sais pas, on verra bien. Non, je suis un peu hyperactive donc ouais. D'accord. Donc j'ai besoin de m'endormir en 2-2 le soir, donc faut que la journée tu remplis. Voilà. On case et puis on a un agenda, on essaie de tout faire rentrer. Alors là on a 2 heures de credo pour aller voir des amis, 2 heures pour faire ci. C'est vrai. Presque. C'est tout frais là le retour, c'est comme si le retour est en cours quoi, c'est pas parce que t'es rentré que tout est fait. La preuve, t'attends encore tes meubles. Est-ce que y a des trucs, je sais pas, est-ce qu'il y a des trucs auxquels t'as très hâte et inversement des trucs peut-être que t'appréhendes un petit peu? Ce qu'on avait hâte, c'était de retrouver une bonne baguette. Donc problème résolu facilement. Très facilement. Ouais. C'était la nourriture moi qui m'a énormément. La nourriture m'a énormément manqué sur les 3 ans et demi. Et puis là en fait on a une to-do list de démarches des plus réjouissantes toutes les unes et les autres. Genre quoi? Genre réinscrire notre fils à l'école ou de toute façon t'es obligé d'y aller en présentiel. Ah ouais. Ah c'est compliqué depuis New York les gars, il y a pas de direct. Mais voilà, et puis on y va en présentiel, on rentre pas dans les cases en fait, on n'est pas locataire. T'as pas encore d'adresse. Voilà, on a une maison qu'on a louée pendant 3 ans et demi, mais on l'a pas encore, elle est encore louée. Et donc il faut un justificatif de domicile.
Ah, la facture de téléphone ne marche pas, bah dommage. Ouais. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc là, on a été pré-inscrire il y a 3 jours notre fils, qu'on avait déjà pré-inscrit il y a 3 semaines. Et il faut qu'on y retourne lundi pour espérer peut-être l'inscrire et pour qu'il aille mardi à l'école. Ah ouais, mardi à l'école, quoi. Donc, d'accord. Voilà, Donc l'administration. L'administration et puis tout simplement refaire tous les papiers. Et ouais, là, on a réactivé, comme on récupère notre maison vide dans 5 jours. On a réactivé EDF, etc. Et puis là, on s'aperçoit que faire des papiers aux États-Unis, c'était imbuvable parce qu'il y avait la langue, et faire des papiers en France, c'est imbuvable parce que faut trouver le bon endroit pour cliquer, en fait. Et tu te dis, mais en tant que Français, ça va, je comprends parce que c'est du français. Et je me dis, en fait, là, je me mets dans la tête d'un étranger. Je me dis, mais ça doit être, c'est encore pire. Ça donne beaucoup d'empathie. Hein. Ah ouais, c'est pour les gens qui viennent s'installer ici, il faut le vouloir. Ah oui, c'est vraiment pour le coup, les sites américains sont. Enfin, il y a moins d'informations sur les pages, en fait. Je trouve puis ils sont souvent multilingues aussi, les sites américains. Ouais, il y a souvent déjà espagnol de base, espagnol, et puis après une langue asiatique. Mais bon, après, par contre, dans les démarches, c'était assez rigolo. J'ai appelé l'EDF et je crois que les expressions go ahead, awesome, j'ai voulu un peu les ressortir. Donc j'étais là, mais c'est super, incroyable. Et mon mari se foutait de moi derrière. Hein. Mais t'as remarqué, c'est vrai qu'en fait, des fois, tu sais, aux États-Unis, mais les Américains, ils en font des tonnes, ils sont toujours contents, c'est pas possible. En fait. Mais c'est vachement agréable, c'est clair. Et quand tu reviens ici, moi, je reviens jamais pour m'installer, tu vois, mais tu reviens ici, t'es quand même positif, t'es souriante, et effectivement, voilà, t'as des. Et quelqu'un qui te fonce dedans et tu lui dis, ça, ouais. Non, c'est pas moi en fait. mais les gens, ils restent regarder, genre, mais arrête d'être content. Enfin, c'est comme si c'était un reproche. C'est étonnant, hein. Franchement, c'est. Ah oui, et puis la dame au téléphone, tu sentais que je lui avais fait sa journée, quoi. Hein. Ah, ça lui a fait plaisir, elle était réceptive quand même. Elle était super. Elle était, mais c'est agréable de vous parler. Ah oui, écoutez, excusez-moi, je viens avec ma bonne humeur américaine. Donc du coup, les potentielles appréhensions, c'est juste d'un point de vue administratif. C'est tout réactiver les droits, tout, etc. Où on se dit, c'est parti pour quelques semaines d'incompréhension. Et j'ai hâte de retrouver la médecine française, par contre. Ah ouais. Par rapport à quoi? Tu vois, je courbe pas mal. J'ai une blessure au pied que je traîne depuis 2 ans. Et en fait, j'ai juste eu l'impression que, comme j'avais une bonne assurance aux États-Unis, on m'a juste ponctionné tout ce qu'il y avait possible sur l'assurance, mais qu'on m'a jamais traité. Ah ouais. Et là, je me dis qu'en fait, avec 3 séances de kiné, je suis sûre que j'aurais pu mal en France, quoi. D'accord. Et puis j'ai eu que des mauvaises expériences en santé où on m'a fait sauter un. Alors je sais que ça s'appelle plus plomb, je sais plus comment ça s'appelle. Chez le dentiste, on m'a fait sauter un plomb juste pour me prendre de l'argent et me le remplacer. Chez le dentiste, c'est dur d'avoir confiance aux États-Unis. Voilà, et puis ma dentiste en France a vérifié, elle me dit, elle voulait absolument checker ce qu'ils avaient fait, et puis elle me dit non mais en fait ils ont enlevé ce que j'ai fait et pour le remettre la même chose. Ah mais moins léger de 800 là en fait. C'est hallucinant. Je sais que mon mari, quand on allait chez le dentiste en France, parce qu'on a vécu en France 3 ans, il me disait c'est le seul endroit sur terre où on me dit que j'ai des belles dents. Il me dit aux États-Unis on m'a toujours dit que j'avais des dents pourries, que c'était pas bien, etc. Et il adorait aller chez le dentiste. C'était un plaisir, c'était détestable aux États-Unis. C'est ça. Et qu'est-ce qui va te manquer aux US alors? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va te manquer? Ouais, il y a quand même des choses, heureusement. Ça a été une belle expérience, t'as l'air de. Oui, on a pas mal visité, je sais pas combien, je pense ce que disent mes amis américains, je fais en 3 ans t'as plus visité que nous en 40 ans. Ouais, mais parce que tu sais que t'es là pour 3 ans justement. Mais voilà, on est là pour 3 ans, Quand tu viens sans date de fin, je pense que tu donnes plus le temps aussi. En fait, je travaille de septembre à mi-juillet, donc en fait, j'avais 1 mois et demi où c'était all-in, j'avais pas de vacances tout le reste de l'année, je travaillais à distance, etc. Mais voilà, après j'avais 1 mois et demi où je pouvais me faire plaisir, donc on s'est bien fait plaisir pour le coup. Ouais, trop bien. Et mais ouais, après ce qui m'a manqué, c'est la bonne humeur, très clairement. Surtout ça. La bonne humeur. Et puis on avait des biches dans notre jardin et une marmotte. Ça va nous manquer. Les écureuils. Ça t'a marqué. Les écureuils. Enfin là, hier on a été courir dans un parc, on n'a pas vu un seul écureuil, quoi. Donc la nature va nous manquer. Vraiment la nature, les paysages. Bon, on trouve des trucs très très bien en Europe, il y a pas de souci, mais le fait en fait, tu connais personne en fait aux États-Unis, personne n'attend de toi que tu fasses moins de pression. Je trouve qu'en France, en France, il faut montrer que tu réussis. J'ai l'impression. Enfin, c'est mon point de vue. Une pression sociale, tu veux dire par rapport à ça ? Et voilà, là, tu vois, on a mangé avec ma belle-mère
hier, avant-hier, je sais plus, j'ai plus de temporalité là. Et alors, quand est-ce que tu reprends? Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai pas tous les détails et c'est pas grave en fait. Oui, mais bon, quand même, tu dois être stressée. Peut-être, mais non, j'ai pas envie d'être stressée. Ouais. Et on est rentré, quand je suis rentrée au mois de mai, j'ai vu plein d'amis qui me disent mais et pour ton fils, ça va pas être compliqué depuis. Peut-être que ça va être compliqué. Laissez-moi juste. Et il y a un truc comme ça où on te laisse aux États-Unis. Tu as choisi de vivre comme ça, et il y a une légèreté aux États-Unis que on est plus grave en France. On est plus dans le quotidien, je trouve. Dans la performance sur certains trucs aussi, sans tomber dans le cliché, parce que bien sûr que tout le monde n'est pas comme ça, etc. Mais t'as une culture de je vais tenter des trucs aux États-Unis. Voilà. Moi, je sais que tu vois, j'ai été entrepreneur de plusieurs reprises et je racontais mes trucs à mes amis américains. C'était trop cool. Comment on peut faire pour t'aider, machin. Puis ici, c'était ok, mais ça va sûrement foirer parce que machin, parce que truc. En fait, et tu sais, comme l'expression, à chaque problème, on trouve plein de à chaque solution, on trouve plein de problèmes. Et c'était un peu ça. Et c'est vrai que dans les mentalités, des fois, c'est un peu frustrant parce que t'as envie de te dépasser. Forcément, avec un environnement très soutenant, ça te pousse à avancer et à tenter de nouvelles choses, quoi. Oui, voilà. Moi, être créatif. Tous les boulots que j'ai fait aux US, aucun rapport avec mes diplômes, aucun rapport avec ce que je faisais en France. Mais en fait, c'est pas grave. En fait, c'est le moment de tester des nouveaux trucs. Et puis, on te donne ta chance. C'est ça. J'ai 3 grosses passions. J'ai pu en travailler dans 2. J'ai travaillé dans l'univers du tissu et dans l'univers de la laine. T'as fait quoi là? Dans le tissu, j'étais dans une boîte qui s'appelle Fab Squab, qui est à Brooklyn et qui recycle en fait les tissus issus de la mode à New York, parce qu'ils doivent recycler en partie. Il y a quelques petits trucs qui existent sur le recyclage finalement à New York. Tu vois, peu, mais il y en a. Et en fait, voilà, c'est les grandes marques leur envoyaient leurs invendus ou leurs rouleaux de tissu. Certaines voulaient que ça soit revendu, donc c'était revendu, et d'autres voulaient pas que ça soit revendu parce qu'ils veulent pas que leur marque apparaisse, etc. Et donc en fait, c'était transformé en shred. Alors je sais plus comment c'est, en petits morceaux, en petits déchets. Comment on appelle ça? Je sais plus. Quand tu fais des lamelles, là. Des petites lamelles de tissu, c'était pour faire l'isolation. Des maisons, en fait. Ah, génial. Donc c'était cool parce que je travaillais dans le développement durable quelque part, et puis dans le tissu. Et tu faisais quoi toi dans cette boîte? Moi, j'ai aidé la partie du magasin online, donc je préparais les commandes, et en fait ils avaient vu que je faisais de la couture aussi à titre perso, donc je leur ai fait beaucoup de tutos. Ah, génial. Des petits tutos avec. Ils avaient en fait des packs de tissus, de petits tissus. 50 cm x 30 cm, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces trucs-là? Donc je leur ai inventé plein de petits tutos. Bien. Donc bon, t'as dû t'éclater à faire ça. Ouais, je me suis éclatée. Ma chef me disait, je vais juste vérifier ton orthographe. Vas-y, vraiment, je le prends pas mal. Hein. Fais-toi plaisir. Tu comprends à peu près ce que je veux dire, mais vas-y quoi. Et voilà. Et puis dans l'univers de Brooklyn, la nana qui gérait la boîte, elle avait 28 ans, donc je peux te dire que moi, avec mes quelques années de plus, j'étais la vieille. Puis ils avaient tous des looks complètement ahurissants. Ils étaient tous tout mignons, etc. Enfin, c'était génial. Ils étaient super marrants, quoi. Trop bien. Et t'étais dans le cliché de la mode new-yorkaise. Ah ouais, mais carrément, quoi. Et c'était génial. Il y avait un chat. Il y avait 2 chats même dans la boîte. Donc c'était rigolo. Donc pendant mon entretien, ils m'ont question qui tombe complètement au hasard. Et au pic, ils me disent, tu aimes les chats? Je me suis dit merde, mon anglais me fait des problèmes. La meuf vient me demander si j'aime les chats. Et oui. Parce que j'ai bien compris. Ah, parce qu'on a 2 chats dans la boîte. Ah, ok. Oh, c'est génial. Donc, je joue avec des chats aussi dans mon boulot. Incroyable. Et c'était quoi l'autre job alors? Et l'autre job, après, en fait, j'ai rencontré tout début, ça faisait 1 mois et demi qu'on était à New York, j'ai rencontré une fille qui s'appelle Géraldine, qui n'est pas française malgré ce prénom, qui est de Singapour, une autre expat. Et qui lâchait son boulot dans la mode pour créer sa marque de laine teinte à la main. Oui, il y a des mondes parallèles. Il y a des mondes parallèles qui existent. D'accord. Et donc voilà, on discute, etc. Il y a plein de gros events qui existent autour de la laine, et je l'ai aidé. Donc toi, fan de tricot? Fan de tricot, je me suis dit c'est cool et tout. J'ai été l'une de ses premières acheteuses au tout début. Je l'ai aidé pendant un gros événement à New York, janvier 2020. D'accord. Pile avant. Et puis on se voyait souvent pour déjeuner, et à chaque fois elle me disait ton anglais c'est encore amélioré. Yes. Trop bien. Et puis en rigolant, je lui dis
début septembre. Je lui dis écoute, tu sais que je pars dans 4 mois, mais si tu as besoin d'aide, je sais que là, il y a le festival de Randbeck qui se prépare, il y a Vogue Knit in Live aussi. Je dis si tu as besoin de main en plus, grâce à Monsieur Biden, maintenant j'ai le droit de travailler. Ah oui, c'est vrai. Oui. Voilà, j'ai le droit de travailler et de gagner un salaire, un truc de ouf. Tout en t'occupant de ton mari ou pas? Finesse, il fallait que je fasse encore à manger. Et voilà, donc ça s'est fait comme ça. Ouais. Et en parallèle, en plus, je m'étais dit, je vais quand même chercher un autre job. Je l'avais dit un peu comme ça. J'avais dit un peu comme ça, et j'avais recherché d'autres jobs. J'ai fait des entretiens en anglais, mais quel pied de faire des entretiens en anglais. J'en ai fait un au téléphone. Un sacré pied de nez à la toi d'il y a 3 ans. Voilà, avec mon fils à côté qui était en train de regarder la télé, donc très clairement il faisait pas de bruit, donc de temps en temps j'étais là, désolée, mon fils fait du bruit, j'ai pas entendu. Non, j'ai pas compris la question en fait. Et là j'avais mon fils qui me regardait. Je fais rien. Je sais. Chut. Maman ne comprend rien. Et donc j'avais travaillé, ça m'a fait marrer, pour le YMCA pendant quelques mois aussi. D'accord. Tu veux décrire peut-être que c'est un YMCA, parce que je suis pas sûre que tout le monde, à part la chanson, je suis pas sûre que tout le monde sache ce que c'est. Ben oui, puis on n'apprend même pas la chorégraphie quand on travaille là-bas. C'est vrai. Franchement, c'est un peu honteux. J'ai été membre, YMCA, moi non plus. En fait, moi aussi, j'avais été membre, et il y a plein de programmes, et là moi j'étais dans le programme éducation, donc je m'occupais d'enfants de 4 ans, et à part mon fils, globalement j'aime pas les enfants. Donc c'est ce que ça t'a appris, quoi. Non, mais je le savais avant, mais mais je voulais te prouver que tu pouvais le faire, quoi. Je voulais juste me prouver que je pouvais trouver un job par moi-même sans mes connaissances. Et en anglais. Et en anglais, et pas trop loin de la maison. En fait, j'étais prête à appliquer pour n'importe quoi. J'avais appliqué aussi dans un restaurant, genre serveuse, quoi. Quand on sait comment je suis maladroite, heureusement, ils m'ont pas pris. Oh, excusez-moi, le burger, c'était sur les genoux, c'est ça? Donc t'es allée t'occuper d'enfants que tu détestais. Ils étaient plutôt mignons au final. C'est le mode le management qui m'a pas plu du tout. D'accord. Moi j'étais censée faire la période de fin d'après-midi, donc jusqu'à 6h, et les gamins à partir de 16h on leur disait ils sont KO. Non, ça allait, mais on leur disait à partir de 16h ah non, mais maintenant c'est les gros jouets, ceux qui sont faciles à ranger, qu'il faut sortir. T'as plus le droit de sortir les petits jouets. Il reste 2 heures, meuf. On a le temps de ranger. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ouais. Et non, donc c'était très. Ah oui, c'est particulier. Ouais. Et expliquer ça à des enfants de 4 ans, c'est pas facile. Oui, ils allaient dans la cour, fallait pas qu'ils courent parce qu'ils pouvaient tomber. C'est le but. Ils ont 4 ans, ils ont besoin de courir. Donc voilà, c'était tellement à l'opposé de moi, ma conception de. Il tombe, il tombe quoi. Ouais, bon, à part s'il se casse la jambe, c'est un problème, mais s'il se fait un bleu, en fait, c'est la vie, quoi. Mais non, c'est. En même temps, c'est vrai qu'ils sont très très prévenants sur tout ce truc-là, pas forcément le YMCA, mais même l'école. Moi, je vois mon fils à chaque fois qu'il a un bleu et que je vais le chercher à l'école, j'ai un incident report que je dois signer pour dire que j'en ai bien pris connaissance, etc. Et t'as tout le truc de comment ça s'est passé. Et tu fais mais. Enfin, ok, je veux dire, je suis désolée pour lui qu'il se soit fait mal, mais bon, tu me le dis vite fait, puis c'est pas grave. Et là, en fait, c'est long à remplir ces papiers-là. Bah, j'imagine, ouais. Voilà, et puis tout. Je trouve qu'on est vraiment plus tactile, nous les Français. Et là, j'ai eu plein de. Comment ça ? De formations. Ah oui, tu fais pas de câlin, j'imagine. Voilà, tu touches pas l'enfant comme ça. L'enfant, s'il vient de faire un câlin, t'essayes de l'éviter. Ah ouais ? Ouais. Parce que c'est triste. Bah oui, c'était nul. Et. Donc voilà, l'enfant il te dit qu'il t'aime, bah tu lui dis ah bah c'est bien, moi aussi je t'apprécie. Non, il te dit qu'il t'aime là, et donc t'as pas envie de lui dire que tu l'apprécies juste quoi. Enfin en plus, bien sûr. Voilà, c'était. Là j'ai eu un gros choc culturel quand j'ai travaillé chez eux. Donc. T'as fait ça pendant combien de temps du coup ? Je l'ai fait là 3 mois. En fait, je le faisais en parallèle de ma copine pour la laine, jobs. Donc, de mes autres jobs. Il y a un moment, je crois que j'ai bossé quasiment 50 heures en septembre. D'accord. En plus des cours. Ouais, t'as pris ta revanche sur l'autorisation de travailler. C'est bon, on y va, on a le droit d'être payé. C'était. Ouais, c'était particulier. Ouais, c'était particulier. Puis bon, clairement, je m'éclatais plus dans la laine. Donc, quand j'ai vu que ma copine pouvait me mettre plus d'heures, j'ai démissionné et j'ai passé un entretien en anglais. J'ai démissionné en anglais, quoi. Et c'est vachement facile de démissionner en anglais, quoi. Donc là, vous êtes revenu, vous revenez.
d'une certaine manière dans votre vie d'avant aussi, puisque vous retrouvez votre maison que vous aviez lâchée avant de partir. Pour toi, c'est un retour pour de bon, ou est-ce que vous laissez la porte ouverte à une autre expat dans le futur? Bonne question. Enfin une, au bout de 54 minutes d'enregistrement. Non, en fait, je trouve que c'est compliqué à répondre. En fait, on ne sait pas. En fait, on sait pas. Y a rien pour le moment, on va revenir un jour quand nos meubles rentreront, arrêteront leur tour des États-Unis en bateau. On reviendra un jour dans notre maison. On va pas reprendre exactement les mêmes jobs. Moi, le mien n'existe plus là où j'étais avant. Ouais. Mon mari, le sien, a déménagé à Bordeaux. Donc, a priori, on va pas à Bordeaux. Donc, lui aussi, il change de job en interne. Et voilà, là on se laisse un peu porter et puis peut-être qu'un jour on repartira en expat, peut-être pas. Peut-être qu'un jour on partira en expatriation hors de Paris. Oui, ce que j'allais dire, tu peux aussi en fait aller ailleurs. Mais oui, c'est ça. En fait, France. Là pour le moment, en fait, j'ai l'impression de vivre de toute façon une expatriation où je comprends la langue, mais je comprends plus les codes. En fait, il s'est passé 3 ans et demi. En 3 ans et demi, je suis pas beaucoup rentrée. Et puis la France change vite, enfin tout change vite. Tout a changé. Et typiquement, j'ai acheté un paquet de Saint-Mauré, ça m'a manqué ça. Et sur le paquet de Saint-Mauré, il t'explique comment enlever toutes les étiquettes et où les mettre dans quelle benne. Waouh, mais ça n'existait pas il y a 3 ans et demi. Donc en fait, là, je pense qu'on va réapprendre les codes, manger beaucoup de pain au chocolat. Et là, en fait, j'ai l'impression de revivre une expatriation où c'est ça, je comprends la langue, mais je comprends pas la façon de faire pour le moment. On sait pas, on peut peut-être avoir une opportunité pro de changer, de repartir quelque part ou pas. On va se laisser vivre un petit peu et puis voilà. Trop cool. Et ben merci beaucoup. De rien. Et puis je te souhaite tout le meilleur. Merci. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à adresser un grand merci à Estelle pour ce chouette moment passé ensemble dans ce petit café PMU de la Loupe. Et je vous remercie vous aussi, bien entendu, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je souhaite à Estelle et sa famille un retour aussi paisible que possible. En tout cas, ça avait quand même l'air plutôt bien parti. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous connaissez la rengaine par cœur, mais ça compte quand même toujours. Que ce soit dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux, dans votre newsletter, auprès de vos collègues à la machine à café ou sur le Slack de votre entreprise, lâchez-vous, ça nous aide énormément à faire connaître notre travail. Et croyez-moi, ça compte beaucoup. Allez, tradition oblige, je vous propose un petit extrait pour découvrir ce dont nous allons parler la semaine prochaine. L'extrait qui va suivre peut heurter votre sensibilité. Aujourd'hui, nous allons parler de relations toxiques avec un pervers narcissique, d'agression physique et de la reconstruction qui s'ensuit. Je vous encourage vivement à écouter cet extrait dans de bonnes conditions. Prenez soin de vous pendant l'écoute. Et là, explosion de colère. Et là, en fait, je découvre une personne en face de moi qui m'insulte en fait de tous les noms en me disant que je n'ai fait que de profiter de son argent, de sa gentillesse. Je le vois crier, mais je l'entends pas. Enfin, c'est très bizarre, mais j'entends quand même ce qu'il dit, tous les reproches. En gros, je suis un enfant à qui on donne en fait de l'argent de poche de temps en temps. Et là, en fait, je le vois m'insulter. Tout sort dans tous les sens. Je ne disais rien, jusqu'au point, en fait, je ne peux plus. Je tourne les talons avec un très amical fuck you. Je me rends dans la salle de bain, en fait. Et là, en fait, je le vois arriver à pleine vitesse. Et il m'attrape par les cheveux et par la nuque, en fait. Il me secoue dans tous les sens en me disant « tu vas dégager de là ». Mais en fait, ce qui m'est passé par la tête, c'est que je me suis dit « si je lui donne un coup de coude pour me défendre, ça va escalader. On ne sait pas ce qui va se passer, je vais finir en prison ici toute seule ». Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine et je vous dis à mardi pour une nouvelle histoire.